Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus sur la chaîne du coin des juristes. Donc aujourd'hui on est en route vers Rabat. On est le vendredi 8 2023, la veille du concours de la magistrature, de l'examen écrit. Et je vais partir pour soutenir mes étudiants du coin des juristes qui vont passer ce concours et également soutenir quelques camarades de ma promotion qui vont être des candidats à la magistrature. Donc comme je vous ai précisé dans la vidéo précédente, l'examen de la magistrature aujourd'hui se fait à travers une épreuve de présélection tout d'abord, c'est-à-dire les étudiants qui seront appelés à passer l'examen écrit, c'est les étudiants qui ont réussi l'épreuve de présélection qui se déroule sous forme de QCM. Ensuite, pour l'examen écrit, celui-ci se déroule en 2 jours. Par exemple, pour l'examen de cette promotion, celui-ci va se dérouler le samedi et le dimanche. Le samedi, il y aura une épreuve de culture générale, puis une épreuve de droit civil. Et pour le dimanche, il y aura l'examen au choix, c'est-à-dire la matière au choix, à savoir soit le droit civil, le droit commercial ou le droit pénal. Et après, un examen autour de la traduction. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous motiver, de vous montrer également un peu l'atmosphère et les circonstances du déroulement du concours et de vous motiver pour passer ce concours parce que je sais très bien que plusieurs étudiants, leur rêve, c'est de devenir des magistrats. Et je suis persuadé que si tu travailles, que si c'est un rêve, si tu veux réussir, tu peux le faire. Et j'espère que cette vidéo te sera un peu bénéfique pour te montrer un peu et t'éclaircir un peu comment les choses se déroulent. Nous allons découvrir ensemble les épreuves qui seront posées demain, Inch'Allah. Et voilà, j'espère que cette vidéo te sera bénéfique et tu vas apprendre beaucoup de choses à travers cette vidéo. On se voit, Inch'Allah, à Rabat et à tout à l'heure. On est arrivé à Rabat. Je suis à présent devant l'Institut supérieur de la magistrature, comme vous êtes en train de regarder maintenant. Donc, je vous rappelle que l'Institut supérieur de la magistrature a été fondé en 1960 sous le nom de l'Institut national des études judiciaires. Ensuite, son appellation a été changée en l'Institut supérieur de la magistrature. C'est ici que les magistrats, les futurs magistrats suivent leur formation. Tous les étudiants qui vont réussir les épreuves écrites et les épreuves orales seront appelés à passer 2 années de stage au sein de l'Institut supérieur de la magistrature. Ces années de stage contiennent des sessions d'études, contiennent également des stages dans différentes juridictions. On essaie en fait de toucher un peu une formation pratique et une formation théorique pour tous les futurs magistrats. Et aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que demain, pour l'examen écrit, celui-ci ne va pas se dérouler ici à l'Institut supérieur de la magistrature, mais il va se dérouler plutôt dans les locaux de la faculté, des facultés de Rabat. C'est là où les étudiants vont passer l'examen écrit. Mais en ce qui concerne l'épreuve orale, eh bien, l'épreuve orale se déroule ici à l'Institut supérieur de la magistrature. Aussi, maintenant, il y a une nouveauté. La nouveauté, c'est que les étudiants qui vont, les prochaines promotions, je vous informe que jusqu'à présent, il y a 46 promotions, dont 2 sont toujours en stage. La dernière promotion qui est sortie officiellement et qui a terminé son stage, c'est la promotion de numéro 45, qui a aujourd'hui terminé son stage officiellement. 2 promotions sont toujours en stage. Et pour les nouvelles promotions, il y a un nouvel Institut supérieur de la magistrature qui vient d'ouvrir ses portes. Et personnes qui vont faire l'inauguration de cet Institut supérieur de la magistrature sont la promotion numéro 45 et également éventuellement 46 et 47. Donc je souhaite un très grand courage à tous les étudiants qui vont, Inch'Allah, réussir le concours et qui vont inaugurer le nouvel Institut supérieur de la magistrature qui se trouve à Salé El Jadida. Donc, aujourd'hui, c'est l'examen. Le moment tellement attendu est finalement arrivé. Donc, on est devant les locaux de la faculté. Et dans quelques instants, les étudiants s'apprêteront à rentrer dans les locaux pour passer l'examen écrit du concours de la magistrature. Donc, les étudiants vont commencer avec l'épreuve de culture générale. Et beaucoup d'étudiants critiquent cela parce qu'ils disent que
Une fois ils vont passer l'épreuve de culture générale, son objet peut être parfois compliqué et cela a tendance à déstabiliser les étudiants. Une fois ils terminent la culture générale, par la suite ils vont passer un autre examen autour du droit civil. Donc, beaucoup de pression, une atmosphère, on remarque que l'atmosphère, on remarque que les étudiants sont un peu stressés, mais Inch'Allah, dans ces moments pareils, il faut savoir comment gérer son stress, il faut rester calme et se dire que c'est un examen comme d'autres, vous avez déjà passé des examens auparavant, et celui-ci n'est qu'un examen parmi d'autres. Les étudiants qui ont bien préparé, je souhaite un très bon courage. Les étudiants sont sortis de l'examen écrit de la magistrature. À 18 h à peu près, les étudiants ont terminé. J'aimerais vous donner un petit aperçu sur les questions autour du sujet de culture générale et les questions qui ont été posées autour de l'examen du droit civil. Et je vais essayer de vous donner mon avis par rapport à la réponse qui me semble la mieux adaptée au concours. Ça sera une petite correction, on peut l'appeler comme ça, et des petits conseils pour tous les étudiants qui vont, Inch'Allah, passer le concours de la magistrature ultérieurement. Sujet de culture générale. Eh bien, le sujet de culture générale, il a porté sur l'article 19 de la Constitution. Et j'aimerais vous rappeler un point très intéressant, c'est que le sujet de culture générale devait obligatoirement répondre en langue arabe. Même si vous êtes des juristes de la section française, vous n'avez pas le choix de répondre à ce sujet en langue française. Donc en ce qui concerne l'article 19, je vais vous lire الفصل 19 من الدستور et je vais vous dire le plan le plus adapté qui me semble. الفصل 19 من الدستور يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صدق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. Et il y avait une petite phrase à travers laquelle on a demandé aux étudiants de commenter cet article et de développer مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. Eh bien, le plan qui me semble le plus adapté ici, puisque vous devez savoir que le challenge auquel vous allez être confronté, c'est le fait de trouver deux parties équilibrées et deux sous-parties. Parce que si tu arrives à trouver deux parties, deux sous-parties qui sont équilibrées, c'est déjà un très bon début, et c'est déjà, en fait, je peux vous dire, c'est la moitié de la note, puisque tu seras guidé, et ça va te permettre bien évidemment de remplir la feuille, d'évoquer les informations nécessaires pour bien aborder le sujet. Chaque sujet, je vous conseille de faire deux parties, deux sous-parties. Il faut qu'on soit d'accord par rapport à ça. Donc une introduction et deux parties, deux sous-parties. Préférablement ne pas faire de plan en trois parties ou en quatre parties. La meilleure des choses, la meilleure option, c'est le plan binaire, deux parties, deux sous-parties. Donc le plan que je peux vous proposer pour ce sujet, c'est le suivant. Par exemple, la première partie, التأطير القانوني لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. Et la deuxième partie, تأطير المؤسسات لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. Donc la première partie, التأطير القانوني, on va parler de l'encadrement juridique. Et pour la deuxième partie, je fais référence à l'encadrement institutionnel. Et en ce qui concerne les deux sous-parties, par exemple, pour la première partie, on peut faire la sous-partie de la première partie. دور الاتفاقيات الدولية في تكريس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. Et petit b, نقولوا دور القوانين الداخلية في تكريس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. Donc en ce qui concerne l'encadrement juridique, parce que dans l'article on fait référence aux traités internationaux, on fait référence également à la loi interne, il faut évoquer ces deux situations dans la première partie. Voilà.
En ce qui concerne la deuxième partie, on peut faire Elif, دور القضاء في تنزيل المناصفة بين الرجال والنساء. باء نديرو دور المؤسسات الدستورية الأخرى. Et on fera référence ici l'Hay'at al-Munasafa, parce qu'il a été demandé aux étudiants la question de parler de l'Hay'a, d'évoquer des informations à l'Hay'a. C'était une partie de la question, ça a été évoqué dans la question. Et également, on peut ajouter le Majlis Istishari al-Usra wa al-Tufula. Sachez qu'avec une bonne préparation, lorsque les étudiants préparent pour le concours de la magistrature, eh bien, ils vont étudier une série de sujets de culture générale, ce qui va leur permettre d'acquérir beaucoup de connaissances. Après, il reste un champ de questions qui peuvent être posées. La culture générale est très large, et c'est là où réside la difficulté de cette épreuve. Passons à présent à l'épreuve écrite du droit civil. J'estime que mes étudiants du coin des juristes vont bien passer, parce que c'est une question qu'on a travaillé en S2 à maintes reprises. Enfin, voici la question c'est la suivante. L'erreur est considérée comme un vice de consentement. Donc il y avait une petite introduction. L'erreur est considérée comme un vice du consentement, conformément au DOC. Et puis il y avait deux questions. La question numéro 1, c'est démontrer l'erreur en tant que vice du consentement dans le DOC. Et la question numéro 2, quand est-ce que l'erreur peut être corrigée? Et quand est-ce que l'erreur conduit-elle, ou plutôt quand est-ce qu'elle conduit à la résolution? Et là, j'aimerais analyser avec vous ce qui s'est passé, puisque il y a eu des petites controverses par rapport à ce sujet. En premier lieu, la méthodologie que vous allez suivre dans ce sujet, c'est la méthodologie de dissertation. Malgré le fait qu'ils vous ont donné deux questions, suivez une méthodologie de dissertation. Okay, parce que dans les versions précédentes du concours, beaucoup d'étudiants ont perdu des points parce que ils ont répondu directement aux questions. Et les professeurs qui vont corriger les examens préfèrent plutôt une méthodologie de dissertation. Donc je vous conseille de répondre à travers une méthodologie de dissertation. Comme je vous ai dit, deux parties, deux sous-parties. Vraiment, la controverse qui s'est déroulée par rapport à ce sujet spécifiquement, c'est la controverse de ce terme, résolution. Comme on sait, lorsqu'il y a un vice du consentement, lorsqu'il y a une erreur, celle-ci ne va pas induire à la résolution, mais elle va induire plutôt à la récision. C'est pour cela qu'il y avait une grande controverse au sein des salles d'examen, et on a demandé aux personnes responsables si c'est une erreur ou pas. Après ici, je comprends ce qui s'est passé, mais il faut partir avec les informations qui sont justes. Il faut choisir les informations qui sont justes. Donc l'erreur, elle induit à la récision, non pas à la résolution. Et comme on sait, dans le DOC, il y a parfois des erreurs, puisque le DOC date de 1913 et la traduction contient des erreurs. Par exemple, dans l'article qui évoque les vices du consentement, on a évoqué que les vices du consentement ils vont induire à la résolution, alors qu'en réalité, il s'agit de la récision. C'est pour cela que parfois, il se peut qu'il y ait des erreurs dans la traduction française, mais après, il faut s'adapter et partir avec ce qu'on maîtrise et partir avec les informations qui sont justes. En ce qui concerne le plan que je vous conseille dans ce sujet, c'est le suivant. On peut par exemple faire en première partie la portée juridique de l'erreur en tant que vice de consentement. Et dans la deuxième partie, les situations où l'erreur conduit à la correction ou à la récision. Après, si vous ne voulez pas évoquer le terme résolution ou récision, vous pouvez faire par exemple un terme un peu diplomatique, on peut dire, qui est l'anéantissement. On peut dire quand est-ce que l'erreur peut conduire à la correction, okay, à la correction, et quand est-ce que celle-ci peut conduire à l'anéantissement du contrat. Ici, on est un peu diplomatique, on n'a pas utilisé ni le terme résolution, ni le terme récision pour rester. Mais après, dans le contenu, on va utiliser le terme récision, il n'y a pas de doute. Donc la première partie, la portée juridique de l'erreur en tant que vice du consentement. La deuxième partie, les situations, les cas où l'erreur conduit à la correction et les cas où l'erreur conduit à l'anéantissement. Ou bien vous pouvez faire résolution, ou bien vous pouvez écrire récision et mentionner dans le sujet que il y a eu. Vous pouvez par exemple écrire résolution et mentionner dans le sujet que le DOC a mal formulé le terme et qu'il s'agit en réalité d'une récision. C'est possible. Voilà, en ce qui concerne les deux sous-parties, la portée juridique de l'erreur, on peut faire par exemple dans les deux sous-parties, petit a, l'erreur obstacle, et petit b, l'erreur indifférente. Donc l'erreur obstacle, c'est une erreur qui porte sur une qualité déterminante, sur quelque chose qui a poussé les parties à consentir au contrat, alors que l'erreur indifférente, elle porte sur une qualité subsidiaire, une qualité, c'est pour ça qu'on l'appelle indifférente, sur une qualité qui n'est pas importante, et qualité non substantielle, et qui n'est pas la qualité majeure qui a poussé les parties à consentir au contrat. En ce qui concerne la deuxième partie, on peut faire par exemple petit a, les cas de correction, et petit b, les cas de récision.
Et voilà, donc c'est ça le plan qui me semble le plus adapté à ce sujet. Bien évidemment, il faut, si vous avez des jurisprudences, n'hésitez pas de les citer, suivre la bonne méthodologie de dissertation, si vous évoquez les articles de loi qui ont un rapport avec l'erreur, parler de l'erreur de droit, l'erreur sur le calcul, parler de l'erreur sur la personne, il faut évoquer tous les points concernant l'erreur. Et je suis pour le fait de développer également la récision dans la deuxième partie. C'est ce que je vous conseille de faire. On est impatient de voir ce qui va être posé demain dans l'épreuve du droit de la famille, bien du droit pénal, bien du droit commercial, parce que là, il y a le choix, et l'épreuve de la traduction. Donc le dernier jour de l'épreuve écrite de la magistrature arrive à sa fin. Les étudiants viennent de sortir après une épreuve au choix, droit de la famille, droit commercial ou droit pénal, et également une épreuve de traduction. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'épreuve orale. Une fois, je vais me réunir avec mes collègues et mes champions. Je vais partager avec vous quels étaient les sujets d'examen, en souhaitant un très grand courage pour nos futurs magistrats. Je vais vous présenter maintenant les questions qui ont été posées lors du deuxième jour de l'examen écrit de la magistrature. Donc, pour ceux qui ont choisi l'épreuve du droit de la famille, eh bien, cette épreuve a porté sur le divorce judiciaire. On leur a demandé de parler du divorce pour vice rédhibitoire, de parler de divorce pour absence, des conséquences du divorce pour vice rédhibitoire sur le SADAC. C'était une question très large, un peu complexe pour trouver le plan. Je présente la question. La question, c'est la suivante. Le législateur marocain a prévu quelques vices comme cause du divorce, parler des causes qui conduisent au divorce et leurs moyens de preuve, ainsi que les conditions nécessaires pour la recevabilité de la demande du divorce pour absence et les conséquences du divorce pour vice rédhibitoire sur le SADAC. Une question un peu complexe, une question qui contient plusieurs points. Il faut alors évoquer tous les points qui ont été précisés dans cette question. Pour ceux qui ont choisi la matière du droit commercial, eh bien, la question a porté sur un des contrats commerciaux prévus dans le Code de commerce, à savoir le contrat de transport des choses. La question était la suivante, parler du contrat de transport des choses en tant que contrat commercial. Et là, il faut évoquer toutes les informations qui sont précisées dans les articles 445 jusqu'à 475 du Code de commerce. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la matière du droit pénal, eh bien, la question a porté sur le complice et le coauteur de l'infraction. Il y avait des questions autour du complice et du coauteur de l'infraction. On arrive à la fin de cette vidéo. Le but de cette vidéo était de vous rapprocher un peu de l'atmosphère de l'examen de la magistrature. Je sais très bien que plusieurs d'entre vous rêvent de devenir des magistrats. Il faut que vous croyiez en vos rêves. Regardez avec moi ici les épreuves, vous avez vu les épreuves devant vous. Si j'ai une bonne formation en licence et si je me donne au maximum possible et si je prépare bien, pourquoi pas? Pourquoi pas moi aussi un jour je peux devenir un magistrat? Il faut que vous ayez cet état d'esprit et donnez-vous au maximum, c'est possible, c'est possible. Il y a 300 personnes qui vont réussir cette épreuve. L'examen de la magistrature. C'est une compétition, en fin de compte, les concours sont des types de compétition. Et pour gagner une compétition, il faut bien préparer. Et la compétition se gagne avant l'examen lui-même. Elle se gagne là, lors de la période de préparation. Donc, je veux que vous ayez cet état d'esprit, un état d'esprit de gagnant. Inch'Allah, j'espère que des étudiants qui ont vu cette vidéo vont réussir cette épreuve dans le futur. C'est le but à travers cette chaîne, c'est le but à travers la philosophie du coin des juristes. Et je vous souhaite alors un très grand courage. Et comme toujours, je vais achever cette vidéo à travers notre slogan. On va valider, on va réussir, on y croit.